Vous voyez, quand vous regardez les élites, il y a certains qui vous disent qu'elles sont sorties de Sorbonne, de Harvard, et tout ça, comme si c'était une chose souhaitable ou comme si c'était un facteur de promotion mentale. Or, vous voyez très bien que c'est cette même élite qui gangrène l'Afrique, qui pille, qui est incompétente et qui est très souvent en allégeance avec le monde occidental et à qui elle a confié son destin national. Ce qu'il faut dire, c'est que nous sommes encore dans le modèle de l'État-nation et la seule chose qui semble changer, c'est le modèle de l'AES, c'est-à-dire Mali, Burkina et Niger, qui tentent de trouver une voie, j'allais dire, singulière. Mais ce qu'il faut dire a priori, c'est que on ne peut pas trouver une voie singulière alors que nous avons des traditions politiques déjà acquises. Alors la difficulté va consister à faire un équilibre entre la voie singulière et les voies traditionnelles qui existent encore sous la forme de royaumes, de tribus et même de clans. C'est-à-dire que nous avons à l'intérieur de nos royaumes des tribus qui sont déjà organisées et à l'intérieur des tribus des clans naguère organisés. Parce que vous savez très bien que le premier modèle de l'État en Afrique, en réalité, c'est la tribu et le clan. C'est le clan qui a été le premier modèle de l'État, si on entend l'État comme étant une autorité ayant un terroir et ayant une population. Voilà ce que je pense. Il va falloir choisir, mais ça va être un choix douloureux, parce que ce choix douloureux va entraîner des reconversions de mentalité. Et vous savez que le cerveau a ceci qu'il est durablement organisé. Il est très difficile de faire le contraire de ce que le cerveau a entrepris de faire depuis très longtemps. Dans le contexte actuel africain, qui signifie rupture ou refondation? Alors, la rupture au sens de son terme, c'est la volonté de rompre avec ce qui a déjà été fait. Mais pour rompre avec ce qui a déjà été fait, il faut avoir une vision du monde. Cette vision du monde, c'est elle qui doit comptabiliser ce qui a déjà été fait et ce qui est possible d'être fait. C'est la raison pour laquelle le terme refondation semble plus approprié, parce qu'il s'agit de partir d'un modèle établi, le modèle de l'État-nation hérité de l'Occident, et d'y partir pour voir ce qu'il y a lieu de faire pour désormais organiser autrement la société africaine. Vous savez très bien que le modèle de l'État-nation a été un modèle de diviser pour régner. La pensée africaine n'est pas celle de diviser pour régner, c'est celle de l'harmonie de tous. Or, le modèle occidental, depuis Aristote, depuis l'Antiquité, a été un modèle de domination. Il faut bien savoir qu'il y a deux modèles qui s'affrontent. Le principe de domination de l'Occident, qui veut qu'il divise pour régner, parce que son enjeu c'est la domination. Et il y a le principe de régulation, qui veut que, conformément à l'ordre de l'univers, les sociétés s'harmonisent pour que tout le monde vive heureux. Voilà les deux problématiques fondamentales que nous avons. Nous avons atteint un modèle de l'individualisme occidental qui touche toutes les élites. Je dis bien les élites en particulier, parce que les élites sont celles qui ont été à l'école de l'Occident et qui ont appris là-bas à ne plus partager. Elles sont fondées à jouer sur leurs privilèges, sur les strapontins que cela offre, et sur l'école qui leur permet de dominer ceux qui ne sont pas là à l'école. Et elles usent de cette stratégie pour se faire prévaloir comme celle amenée à diriger. Comme si diriger était obligatoirement une affaire d'être allé à l'école. Et vous voyez donc ce système-là nous affecte et rend compte de la fracture de nos sociétés entre celles qui sont dites villageoises ou celles qui ne sont pas là à l'école et celles qui sont prétendument intellectuelles du fait d'avoir étudié en Occident des choses qui par ailleurs les asservissent. C'est-à-dire que les Africains sont arrivés aujourd'hui à croire qu'il vaut mieux lutter entre nous et laisser le prédateur tranquille, c'est-à-dire le système dominant,
plutôt que de lutter contre le système dominant qui en réalité est le fondateur de notre division. En d'autres termes, la grande difficulté que nous avons aujourd'hui, c'est une réflexion sur comment empêcher l'élite prédatrice organisée par rapport au paradigme de l'Occident de domination, comment faire en sorte de la priver de ce qu'elle croit être sa possession du fait de l'école occidentale. Vous voyez, quand vous regardez les élites, il y a certaines qui vous disent qu'elles sont sorties de Sorbonne, de Harvard, et tout ça, comme si c'était une chose souhaitable ou comme si c'était un facteur de promotion mentale. Or, vous voyez très bien que c'est cette même élite qui gangrène l'Afrique, qui pille, qui est incompétente et qui est très souvent en allégeance avec le monde occidental et à qui elle a confié son destin national, parce que c'est de ça qu'il s'agit. L'élite qui va à l'école confie aux maîtres et aux bourreaux anciens le soin de diriger son propre destin national. Pourquoi elle le fait? Parce qu'elle a interprété comme légitime l'identité du maître et elle croit pouvoir s'organiser sur l'identité de ce maître et lui confie tout naturellement les moyens de contrôler son propre destin national. Donc nous sommes dans un porte-à-faux et c'est la raison pour laquelle j'ai toujours dit, je l'ai dit dans une de mes vidéos, que les militaires prendront désormais le pouvoir dans toute l'Afrique parce que l'élite est incompétente en réalité. Nous qui sommes allés à l'école, nous n'avons pas bien compris ce pourquoi l'école a été créée et généralement nous répétons les mêmes erreurs que les anciens et dans ces mêmes erreurs, nous répétons le modèle de l'Occident qui malheureusement nous a servi. Ceci veut dire qu'il faut changer le système éducatif parce que nous avons près de 4 générations depuis les années 1960 aliénées par cette école. Et si nous ne prenons pas garde, dans 3 générations encore, les mêmes tares vont se répéter. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que la révolution politique ne suffit pas. À la force mentale de nos chefs d'État actuels de l'AES, qui ont réussi par le pouvoir de l'esprit, parce qu'il faut bien comprendre que c'est leur pouvoir de l'esprit qui a modélé leur capacité de réagir frontalement par rapport au maître. Parce que les civils ne peuvent pas être frontaux. Ils peuvent pas être frontaux parce qu'ils n'ont pas vécu la théorie du risque de la mort. Et les militaires ayant vécu sur le terrain du risque de la mort prennent plus d'engagements déterminés, alors que les civils qui sont a priori asservis ont du mal à s'organiser pour lutter contre le maître. Donc vous voyez où se trouve la grande difficulté. Mais la révolution politique ne suffit jamais en elle-même. Parce que si vous avez fini la révolution politique, la révolution scientifique doit suivre. Parce qu'il faut changer le modèle éducatif. Et pour le changer, il faut avoir les théories endogènes propres. Exactement comme en Chine ou dans le monde arabe ou en Occident. Si vous n'avez pas traîné avec vous une culture ayant redynamisé ces théories endogènes en droit, en économie, en architecture, en sociologie, en art, etc., vous ne pouvez pas vaincre le modèle qui s'est assis depuis les indépendances et qui a conquis les esprits. Même sur le plan religieux, parce que j'ai parlé des autres problèmes de culture générale, mais le plan religieux s'y greffe. Et mieux que le plan religieux, le plan sectaire. Il ne faut pas oublier que nos élites, en général, sont de la franc-maçonnerie de la Rose-Croix. Donc, à la religion se greffent les sectes, et aux sectes se greffe notre défaite dans l'incapacité de construire des théories endogènes susceptibles de nous aider. Remarquez pour terminer que ce n'est pas nos chefs d'État qui ont écrit les constitutions africaines, c'est les agrégés de droit, d'universitaires, qui ont repris en charge le modèle qui les aliène. Donc vous comprenez très bien jusqu'où se trouve la difficulté. Parce que si nos agrégés de droit, nos agrégés d'économie, qui sont dans la plupart des gouvernements ou qui ont été dans la plupart des gouvernements, si ces agrégés-là ne sont pas capables de bien comprendre la situation dans laquelle elles se trouvent, vous voyez qu'elles sont incapables de construire une alternative. Et c'est la raison pour laquelle c'est beaucoup plus difficile qu'on ne croit.
Et la seule chance que nous avons, c'est que nos chefs d'État soient capables de taper du poing sur la table, quitte à mettre en chômage les universitaires que nous sommes et qui avons été dans l'ancienne école. À défaut de mettre ces universitaires en marge, il faut créer rapidement une nouvelle gamme d'élite. Par exemple, on pourrait récupérer des licenciés de maîtrise niveau 3, leur faire des expertises rapidement en 2 ans, où on créerait de nouvelles ingénieries du social ou ingénierie technique. C'est-à-dire qu'un licencié ou un master serait capable en 2 ans d'aller faire une étude auprès d'un maître traditionnel. En 6 mois, les stages que nous faisons généralement dans les sociétés, on peut les faire auprès des maîtres traditionnels dans des domaines de compétences particuliers, et ces domaines-là pourraient faire l'objet de mémoires. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que en 5 ans, si nous avons 50 à 100 étudiants qui font 2 ans d'expertise après la maîtrise, en moins de 10 ans, on peut combler le déficit, refaire nos théories endogènes, les refonder à partir de l'existant et en faire donc des choses souhaitables pour demain. D'accord. Vous dites qu'après la révolution politique, il faut une révolution scientifique qui elle-même va se suivre d'une révolution culturelle, parce que c'est la révolution scientifique qui précède la révolution culturelle. Je m'explique. La culture, ce n'est pas simplement les croyances religieuses. La culture, c'est comment on faisait le droit, comment on faisait l'économie, comment on faisait le vestimentaire, comment on faisait l'architecture. Voilà. Donc, il faut recodifier les traditions et les savoirs endogènes pour que la dynamique culturelle s'installe dans une nouvelle perspective. Parce que si la science ne se fait pas, la culture ne suivra pas. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez que le terme culture est gavoldé. Les gens croient qu'ils peuvent être musulmans et puis catholiques et avoir la culture africaine. Vous voyez, on est arrivé à un système de métissage culturel qui est en réalité le concept même de notre aliénation. Parce que la Chine, le Japon, ou par exemple le monde arabe, ne parlent pas de métissage culturel. Vous comprenez? Donc les gens vous disent, on est dans la culture africaine, mais en même temps ils sont musulmans, en même temps ils sont chrétiens, mais en même temps ils font le droit de l'autre, l'économie de l'autre et le système mental de l'autre. Mais leur culture semble être réduite au fait de manger très bien, foutou ou je sais pas moi, et puis danser culturellement comme le poro, les senoufo ou bien le gourou. C'est ça qui est faux. La culture, c'est une totalité. Et il ne faut pas croire que nous sommes dans la bonne voie. C'est faux. Les gens qui parlent de culture en étant à la fois chrétiens et musulmans se trompent d'adresse.